Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Dans une série de 4 vidéos d'analyse vectorielle, on essaye de développer à la fois des outils mathématiques pour retrouver facilement ce qu'est le gradient, la divergence, le rotationnel, le laplacien, etc. Et en même temps, donc dans une série de 3 vidéos supplémentaires, j'essaye de te faire sentir ce qu'est physiquement le gradient, la divergence et le rotationnel. Alors voilà, c'est pas une tâche forcément évidente, mais je me lance quand même. Donc aujourd'hui, on va voir peut-être le plus facile de ces 3 opérateurs de divergence, gradient et rotationnel, c'est le gradient. Donc dans la première vidéo d'analyse vectorielle, on a vu comment utiliser Nabla pour, à partir d'un champ scalaire, donc qui va de R3 dans R, donc calculer mathématiquement le gradient uniquement en coordonnées cartésiennes. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo de calculer le gradient dans d'autres systèmes de coordonnées. Mais donc on a vu que le gradient formellement s'écrivait donc dφ sur dx, dφ sur dy, dφ sur dz dans un trièdre cartésien, Nabla ne fonctionnant qu'en coordonnées cartésiennes. Donc l'idée c'est d'essayer de te faire sentir, bien que je suis sûr que tu en as déjà une certaine notion, de ce qu'est le gradient en physique. Donc le gradient, on pourrait dire qu'en gros c'est une dérivée mais en 3 dimensions. On va voir que c'est lié à la notion de différentiel. Alors parlons un petit peu des situations dans lesquelles tu as rencontré ou tu vas rencontrer le gradient en physique. Donc ici j'ai écrit 3 lois, donc la loi d'Ohm local, la loi de Fourier, la loi de Fick et la définition d'une force conservative. Mais parlons déjà de ces 3 premières lois qui font intervenir toutes les 3 des vecteurs J, qui sont des densités surfaciques de flux, des vecteurs densité surfacique de flux. Donc ces vecteurs sont associés à chaque fois à l'existence d'un gradient. Le gradient du potentiel, le gradient de la température, le gradient de la densité volumique de particules diffusantes, donc en diffusion de particules. Et donc on voit que à chaque fois qu'existe dans l'espace une inhomogénéité de ces champs scalaires, donc que sont le potentiel, la température, la densité volumique de charge, c'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'espace, on a des zones qui sont plus concentrées que d'autres, ou qui sont à une température plus élevée qu'à une autre, ou à un potentiel plus élevé qu'à un autre, et bien à ce moment-là, on peut associer un vecteur J. Et ce vecteur J, il va être associé à un flux. Donc en fait, cette inhomogénéité dans l'espace de ces champs scalaires va engendrer un flux. Ça peut être une charge électrique par unité de temps qui traverse un fil, donc une intensité électrique, un flux thermique, une puissance thermique à travers une surface, ou bien un flux de particules à travers une surface. Donc c'est dans ce contexte qu'en physique, on utilise le plus souvent la notion de gradient. Donc une inhomogénéité dans l'espace, c'est-à-dire des composantes non nulles de ces dérivées partielles, engendre un flux associé. Et puis on a également évidemment la notion de force conservative. Voilà, on pourrait parler aussi du flux du champ électrostatique, mais je vais me limiter à ces exemples-là. Alors comment un petit peu faire le lien entre tout ça? Comment avoir une notion concrète de la notion de gradient? Donc on voit déjà effectivement que le gradient est non nul quand au moins une des 3 dérivées partielles est non nulle, c'est-à-dire quand le champ scalaire n'est pas uniforme dans l'espace, quand la température, la concentration, le potentiel ne sont pas uniformes dans l'espace. Alors pour bien voir un petit peu la notion de gradient, il faut passer par la notion de différentiel. Sache que les coordonnées du gradient en cartésien ne constituent pas vraiment une définition mathématique rigoureuse du gradient. On va voir que la définition rigoureuse du gradient, elle est associée à la notion de différentiel. Alors peut-être que voilà, tu as également du mal un petit peu à sentir cette notion de différentiel. Donc on va revenir à la notion de dérivée, qui est la notion la plus simple associée à la différentielle, mais à une dimension. Donc on considère une fonction d'une seule variable x. Et donc tu sais que la dérivée de x en un point, c'est la pente de la tangente, c'est la limite d'un taux d'accroissement. Donc on utilise en physique les notations différentielles pour dire que dx c'est une petite variation de x, donc qui va engendrer une certaine variation de la fonction f qu'on appelle df. Et donc df et dx sont liés par la pente
ici de la dérivée quand on fait un passage à la limite, quand dx tend vers 0. Et donc df, la petite variation de la fonction au voisinage de x, c'est donc f' de x fois dx, chose qu'on peut également écrire évidemment df égale à df sur dx df sur dx étant la dérivée, une notation pour la dérivée de la fonction en x. Et donc, on pourrait à la limite définir pour une fonction d'une seule variable une fonction gradient dont la seule coordonnée sur x serait df sur dx et le déplacement serait dx. Et on va voir que à 2 ou 3 dimensions, eh bien, on peut généraliser cette notion donc comme étant df égale gradient de f scalaire dl. On va approfondir cette notion petit à petit. Alors, à mon avis, un des meilleurs exemples pour comprendre cette notion de gradient avec un exemple un peu plus sophistiqué que simplement quelque chose à une dimension, c'est déjà de partir sur 2 dimensions. On ne va pas tout de suite passer à 3 dimensions, on va faire 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions. Et donc j'ai dessiné ici ce qu'on pourrait appeler une carte d'état-major. Hein. Bon, bien sûr c'est très schématique, qui représente donc des courbes de niveau. Si tu as l'habitude de faire des randonnées, tu as peut-être vu ces courbes de niveau. Et donc, ces courbes de niveau associent à un point du plan, donc de coordonnées x et y, donc des lignes qui sont des courbes de niveau, donc qui représentent des courbes de même altitude. Donc là, on voit qu'on a deux montagnes séparées par une vallée. Et quand les courbes de niveau se resserrent, eh bien, on va voir que ça veut dire que voilà, ça monte, ça grimpe. Et puis au contraire, quand on est dans des zones où les courbes de niveau sont plus écartées les unes des autres, admettons par exemple qu'il y ait 10 mètres de dénivelé entre chaque courbe, eh bien, on voit que sur cette distance-là, on grimpe de 10 mètres, alors que quand on se rapproche du sommet, eh bien, on grimpe de 10 mètres sur des distances beaucoup plus courtes. Donc, ces courbes sont des courbes équi-altitude, équi-h, iso-h, si on veut. Donc, mathématiquement, à un point xy du plan, on associe la valeur de l'altitude par ces courbes de niveau. Et donc, on peut calculer ce qu'on pourrait appeler le gradient de h. Alors, comme on est à 2 dimensions, donc le gradient de h, c'est un vecteur qui, à 2 dimensions, a pour coordonnées dh sur dx, dh sur dy. Donc, on voit bien que ce champ scalaire, h de x et de y, donc il y a tout point de l'espace associe son altitude. Alors on pourrait le représenter en 3D effectivement comme une surface, hein, en mettant un troisième axe qui serait h ou z de x et de y. Mais ces courbes de niveau nous permettent en projection de voir donc les courbes iso-h qui sont ici ces lignes. Alors quelles sont les propriétés générales du gradient que l'on peut mettre en évidence sur cet exemple? La première propriété générale, c'est qu'un gradient est toujours perpendiculaire aux courbes iso-h. Donc ici, en fait, on a un angle droit localement entre la tangente à la courbe iso-h, entre la ligne de niveau et le gradient de h que je représente donc par un petit vecteur que je mets dans le plan xy. Alors pourquoi est-ce que gradient de h est perpendiculaire aux courbes iso-h? Ben, ça vient du fait que si on veut calculer donc la variation de h, eh bien cette variation, cette petite différentielle, donc à 2 dimensions, donc est caractérisée par 2 taux d'accroissement, un taux d'accroissement sur la direction y et un taux d'accroissement sur la direction z. Donc la définition mathématique de la différentielle à 2 dimensions, c'est dh égale d rond h sur d rond x, la dérivée partielle, calculée au point considéré dx, plus d rond h sur d rond y, dy. Donc on voit bien qu'effectivement ça fait mathématiquement le produit scalaire de gradient f avec le déplacement élémentaire dl. Alors bien sûr, ce déplacement élémentaire, on peut le prendre dans n'importe quelle direction de l'espace, mais on peut aussi s'intéresser à ce qui se passerait si on prend un dl qui est tangent à une courbe de niveau, c'est-à-dire qu'en fait, par passage à la limite, en fait, on prend 2 points qui sont infiniment proches sur une courbe de niveau. Et si ces 2 points sont très proches, eh bien, vu qu'ils sont sur la même courbe de niveau, il n'y a pas de variation de l'altitude. Donc cette variation, cette différentielle est nulle. Donc ça fait 0 est égal à gradient de f scalaire
dl, à condition que dl soit pris tangent à la courbe de niveau. Et donc on voit que, eh bien, puisque le gradient de f et dl, leur produit scalaire est nul, ça veut dire que le gradient f est perpendiculaire à dl. Alors évidemment, cette propriété se généralisera à 3 dimensions. On verra que gradient f est perpendiculaire aux surfaces équi-f, aux surfaces équipotentielles par exemple, et à 2 dimensions, en fait, on a des lignes équi-h. Et donc on voit déjà cette propriété. Donc première propriété, le gradient de f est perpendiculaire aux courbes à 2 dimensions équi-f ou aux surfaces équi-f à 3 dimensions. Donc là c'était h bien entendu. Donc ça c'est une première propriété. Alors il y a une deuxième propriété qui nous dit que le gradient est dirigé vers les zones de h élevées. C'est-à-dire que en fait c'est un vecteur qui est dirigé vers les altitudes croissantes. Voilà pourquoi il est dirigé ici vers le sommet de la montagne, perpendiculaire à la ligne de niveau. Alors ça c'est une propriété qu'on utilise très souvent en physique, donc pour illustrer par exemple la signification de la loi de Fourier ou de la loi de Fick. Donc à une dimension, on imagine par exemple qu'on a une barre métallique, donc en diffusion thermique, et là on a une température élevée, on chauffe ce côté de la barre, on a un axe X, donc là on a une température élevée, T1, et ici une température plus faible, et donc le gradient T va être dirigé vers les zones de température élevée. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que gradient T, donc ce serait dt sur dx vecteur ux, on va donner un exemple très simple. Donc on voit ici que, ici la température étant plus élevée qu'ici, eh bien cette dérivée est négative, tout simplement. Donc on voit que cette dérivée est négative, donc le gradient T est bien un vecteur dirigé dans le sens des x décroissants, donc vers les zones de température élevée. On aurait pu bien sûr prendre le choix inverse, et la signification bien connue donc, du signe moins ici dans la loi de Fourier, c'est de dire que le flux thermique, lui, et le vecteur J, eh bien, sont positifs dans le sens contraire à gradient T, c'est-à-dire que la diffusion se produit des températures élevées vers les températures les plus faibles. Donc, de façon générale, illustré sur cet exemple très simple à une dimension, le gradient d'un champ scalaire est orienté vers les zones élevées de ce champ scalaire. Et bien sûr, alors maintenant, on peut comparer la norme du vecteur dans des zones où ce champ scalaire varie peu, et où il varie beaucoup. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le gradient, c'est un petit peu la généralisation à 2 ou 3 dimensions de la notion de dérivée, puisque donc ces coordonnées, c'est en cartésien par exemple les dérivées partielles. Donc, on voit bien que si la courbe a une pente élevée, sa dérivée est élevée, et que pour une certaine variation de x, la fonction df va varier beaucoup. Si au contraire la courbe a une pente faible, eh bien pour la même variation dx, l'accroissement de la fonction est beaucoup plus faible. Eh bien c'est exactement pareil pour le gradient. Dans les zones où les courbes de niveau donc, sont bien espacées, eh bien le gradient a une certaine norme, et quand on se rapproche du sommet, eh bien ce même gradient va avoir une norme beaucoup plus importante, puisque sur une distance qui est faible, on va parcourir la même dénivellation. Donc les dérivées partielles ont des valeurs qui sont bien sûr bien plus élevées, donc ça représente les variations spatiales de la fonction. Donc voilà, on peut dire ces principales propriétés du gradient. Un gradient est perpendiculaire aux surfaces ou aux lignes à 2 dimensions champ scalaire, équi-phi, donc équipotentiel, etc. Il est donc perpendiculaire à ces lignes et il a une norme d'autant plus grande que les variations sont courtes dans l'espace. Donc plus il y a des inhomogénéités importantes et plus sa norme est grande. Et on voit d'ailleurs que ces lois étant phénoménologiques, c'est-à-dire que la loi de Fourier, la loi de Fick, si on a des inhomogénéités trop importantes dans l'espace de température ou de concentration, eh bien ces lois cessent d'être valables. C'est-à-dire en quelque sorte, ces lois traduisent phénoménologiquement, empiriquement, des réponses linéaires
à une forme d'excitation qui est l'inhomogénéité de la température ou de la concentration dans l'espace. Mais comme d'habitude en physique, dès qu'on a des inhomogénéités qui sont trop grandes, eh bien on passe à des phénomènes qui sont non linéaires, c'est-à-dire que le vecteur J sera plus simplement proportionnel aux dérivées premières de ces champs scalaires, mais il faudra faire intervenir des termes quadratiques, des termes au carré, voire au cube. Donc voilà, ça c'est comme quand tu tires sur un ressort, il y a une zone d'élasticité ou sur n'importe quel matériau, il y a une zone d'élasticité et au-delà, eh bien la réponse n'est plus élastique et donc l'allongement n'est plus proportionnel à la force exercée. Alors, donc là, on était avec cet exemple à 2 dimensions. Voilà, j'espère que ça t'a aidé un petit peu à voir les choses un petit peu mieux. Et donc, on peut généraliser à 3 dimensions, parce qu'en physique, généralement, voilà, le plus souvent, on travaille en 3 dimensions, mais l'idée est exactement la même. Donc, la définition générale du gradient, c'est celle-ci, et c'est celle qui permet d'ailleurs de retrouver les coordonnées du gradient dans n'importe quel système de coordonnées. Alors bien sûr, ça permet de les retrouver en cartésien. On connaît la définition de la différentielle d'une fonction de 3 variables f de x, y, z en coordonnées cartésiennes. Mais on pourrait aussi calculer les coordonnées du gradient en cylindrique et en sphérique. Bon, en prépa, tu n'as pas à connaître normalement les coordonnées de ce gradient, bien que moi, quand même, en cylindropolaire ou cylindrique, je conseille de les connaître. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, quand on est en coordonnées cylindriques, donc en cylindrique, le déplacement élémentaire, c'est dr, r dθ et dz dans la base ER, Eθ et EZ. Donc, allez, on peut se rappeler très rapidement ce que sont les coordonnées cylindriques. Donc, on prend un point M dans l'espace, on peut le projeter orthogonalement sur le plan horizontal, P. Donc là, on a l'angle θ qui varie entre 0 et 2π. Donc ici, on a Z. Donc là, on a le projeté orthogonal de M sur l'axe. Donc on a la base UR, vecteur unitaire de H vers M, Uθ dans le plan horizontal, et UZ, donc le troisième vecteur. Donc ils forment cette base. Donc les déplacements élémentaires, c'est dRER, R dθ, Eθ et dz. Et donc grâce à ça, en prenant cette définition du gradient, eh bien on voit quelles vont être les coordonnées de ce gradient, puisque df, donc df, f étant une fonction de r, θ et z, donc ça fait df sur dr, dr, plus df sur dθ, dθ, plus df sur dz, dz. Et donc ça, c'est gradient de f scalaire dl. Donc ça va être la coordonnée du gradient sur le vecteur ER scalaire dr. Donc on voit directement par identification que le gradient va avoir comme coordonnée sur R df sur dr. Et puis ensuite, on aura la coordonnée du gradient sur Eθ scalaire fois R dθ. On multiplie les coordonnées 2 à 2 et on additionne les produits. Donc on voit que ça va faire R dθ fois la coordonnée du gradient sur Eθ qui va être égale à df sur dθ dθ. Donc on va avoir comme coordonnée du gradient 1 sur R, il faudra diviser par R, df sur dθ. On le voit aussi par des arguments d'homogénéité. Et puis sur dz, donc on aura dz fois la coordonnée du gradient sur z qui s'identifie avec df sur dz. Et donc on obtient comme ça df sur dz, donc dans la base UR, Uθ et UZ. Donc ça c'est en coordonnées, cylindropolaires. On peut faire la même chose en coordonnées sphériques, bien entendu. Donc en coordonnées sphériques, je crois que je ne vais pas forcément détailler toute la démonstration, mais on peut rappeler donc en coordonnées sphériques, donc donc on met un trièdre cartésien, x, y, z, donc on prend un point M dans l'espace, donc on a θ, la colatitude comprise entre 0 et π, phi, ici cet angle compris entre 0 et 2π, et r, attention le r des sphériques qui n'est pas le même r que les cylindriques, donc qui est la distance à l'origine. Donc on a le déplacement élémentaire qui vaut dr, r dθ, r sinus θ d phi. Peut-être que je ferai une vidéo pour détailler
un petit peu tous ces systèmes de coordonnées qui parfois posent problème à certains. Mais bon, là, je vais un petit peu vite. Donc, UR, Uθ et UφI, donc, qui est horizontal et vers le fond. Donc, par un raisonnement tout à fait analogue. Donc, si F en coordonnées sphériques dépend de R, θ et phi, sa différentielle s'écrira df sur dr, dr plus df sur dθ, dθ plus df sur dφ, dφ, qu'on va identifier avec le produit scalaire de gradient f dont on ne connaît pas les coordonnées scalaires dl, et donc on en déduira en coordonnées sphériques les coordonnées du gradient. Donc gradient f égale df sur dr, 1 sur r, df sur dθ, 1 sur r sinus θ, df sur dφ dans la base des sphériques UR, Uθ et Uφ. Donc, voilà comment on peut retrouver et démontrer les coordonnées du gradient en passant par la définition de la différentielle. Et là, tu vois que ça n'est pas lié à l'opérateur nabla. Surtout, ne fabrique pas d'opérateur nabla en sphérique ou en cylindrique. Donc voilà les coordonnées du gradient. Alors ça peut être très utile. Généralement, pour toi, dans les problèmes que tu auras à traiter, dans 99,9% des cas, en fait, tu auras systématiquement des fonctions pour des problèmes à symétrie sphérique ou cylindrique qui ne dépendent que de R, et pratiquement la seule composante non nulle du gradient sera sur le vecteur UR. Alors attention, si tu es dans un problème à symétrie cylindrique, ce n'est pas le même UR que le vecteur UR des coordonnées sphériques. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver avec ça? Eh bien, par exemple, on peut retrouver l'énergie potentielle. Donc moi, maintenant, je sais que pour calculer les énergies potentielles, très souvent, les élèves utilisent un peu les méthodes de première année où finalement ils font travailler la force, et c'est pas idiot, hein, parce que très souvent on introduit ça comme ça en première année. Donc on dit que pour calculer l'énergie potentielle, on va intégrer le travail élémentaire de la force, mais en réalité, il vaut beaucoup mieux utiliser le gradient, puisque en fait, moins d de EP, eh bien la différentielle de EP, donc c'est moins gradient de EP scalaire dl. Hein, et donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est que pour trouver les énergies potentielles, connaissant l'expression de la force, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ça. Donc prenons un exemple, la gravitation. F, donc la force de gravitation, créée par un astre, donc en eau, un astre de masse grand M, donc moins g constante de gravitation universelle, mm sur r carré, vecteur UR, donc on est en coordonnées sphériques, donc la force de gravitation exercée par cet astre ici, sur ce point matériel M, ou cet autre astre de masse petit m. Donc ça fait donc moins gradient de EP. Et donc pour trouver les énergies potentielles, eh bien, il vaut beaucoup mieux passer par le gradient. Et donc en sphérique, on voit que du coup, comme on a un problème à symétrie sphérique, eh bien cette énergie potentielle ne dépend ni de θ ni de phi, puisqu'elle a une seule, ce gradient a une seule coordonnée sur R. Donc ça peut s'écrire directement moins d de EP sur dr vecteur UR. Et donc on en déduit que EP est égal à moins g mm sur R, plus constante qu'on prend nulle, prenant l'origine des énergies potentielles à l'infini. Donc c'est beaucoup plus intéressant de trouver toutes les énergies potentielles par intégration grâce au gradient, par intégration de la force, en quelque sorte, intégration vectorielle, en passant par le gradient, plutôt que de faire travailler les forces. Alors ça, je ne sais pas, peut-être je ferai une vidéo rien que sur ça, en passant en revue toutes les forces classiques que l'on rencontre, toutes les forces conservatives que l'on rencontre en prépa, et en te montrant comment, encore une façon bazooka, de trouver toutes les énergies potentielles. Parce que des fois, voilà, les étudiants galèrent pour trouver les énergies potentielles, ou ils le font dans des cas particuliers. Faire le produit scalaire des déplacements par les forces, c'est pas toujours facile, et encore moins facile à intégrer. Donc là, tu as une méthode bazooka, tu auras un catalogue d'énergie potentielle que tu peux après balancer dans tous les exos en adaptant effectivement, évidemment, cette formule de l'énergie potentielle
dans la situation considérée. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. C'est un petit peu en vrac, mais c'est volontairement qu'on a parlé de différents domaines de la physique pour parler de l'importance du gradient et essayer de te donner une notion un petit peu plus intuitive. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. On va essayer de faire des choses sur la divergence et le rotationnel. À bientôt.